Monsieur le secrétaire général, cher Philippe, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à la Journée des territoires. Nos écoles sont dans les territoires. C'est là, sur place, localement, que sont les moyens qui ont été mis à notre disposition pour remplir la mission qui nous a été confiée. C'est là, dans les territoires, que se fait le travail quotidien dans la durée. Je remercie vivement tous les bénévoles qui s'investissent avec compétence et avec cœur dans la gestion de nos OGEC. Vous le savez bien, avec une vue globale, les bénévoles sont nombreux, plus de 20 000. Cette importance accompagne l'importance de l'institution. 2 millions d'élèves, 130 000 professeurs, 100 000 salariés. Mais localement, dans chaque territoire, les situations peuvent être beaucoup plus fragiles. Une des contraintes que nous rencontrons le plus fréquemment concerne le recrutement des bénévoles. Nous allons travailler aujourd'hui sur ce sujet. C'est un enjeu déterminant et j'espère que vos suggestions, que vos idées permettront à un groupe de travail de proposer dans quelques mois des conclusions opérationnelles. Un réseau en équipage pour informer, pour former, pour déployer. Équipage avec un S. Il y a beaucoup d'équipages. Chaque équipage, oui, car dans notre champ d'action, on ne fait rien seul. Équipage avec le chef d'établissement, équipage avec le conseil d'administration, équipage avec l'UDOGEC. L'amiral Finaz nous en parlera ce soir. Faire ensemble et dépendre de l'autre avec confiance, c'est un équipage et c'est notre objectif commun. Alors le territoire, c'est moi et c'est autour de moi. On se souvient de ce directeur diocésain qui incluait dans les lettres d'émission de ses chefs d'établissement de rencontrer ses collègues et d'en rendre compte. Nous pouvons prendre exemple. Enfin, il y a les UROGEC. L'UDOGEC, c'est le terrain, c'est l'animation, c'est l'accompagnement. L'UROGEC, c'est la technique, c'est le professionnalisme. Là aussi, il y a un réseau en équipage. J'en ai terminé et, monsieur le secrétaire général, je vous remercie de rejoindre la tribune pour votre intervention que nous attendons tous. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Cher Laurent, chers amis, heureux de vous retrouver ce matin et l'occasion pour moi d'abord de vous remercier profondément, sincèrement pour votre engagement de bénévole. C'est une richesse pour l'enseignement catholique. Et les presque 2 années que nous venons de passer montrent à quel point la notion de communauté éducative est une réalité vivante. Sans votre soutien, sans le soutien des parents d'élèves, aux chefs d'établissement et à leurs équipes, les choses auraient été beaucoup plus difficiles. Donc merci de cet engagement et j'espère avec Laurent effectivement que nous continuerons à trouver des bénévoles qui partagent notre projet, qui contribuent à le faire vivre. Notre organisation, notre façon d'appréhender les choses, notre souplesse permet des miracles parfois. Alors je voudrais juste en quelques minutes vous dire
un peu la situation et les perspectives de l'enseignement catholique, aujourd'hui donc et demain. Certains ont peut-être eu l'occasion de lire le contenu de la conférence de presse que j'ai donnée la semaine dernière. Une rentrée qui s'est globalement bien passée, avec une joie profonde et réelle de retrouver tous nos élèves, des plus petits aux plus grands, en présentiel, même masqués. Voilà. Les masques commencent à tomber dans les écoles primaires, dans 45 départements, je crois, à partir de lundi. Nous pouvons espérer que ça va se poursuivre, même si nous restons très préoccupés par la situation en Guyane, où les choses ne s'améliorent guère, alors qu'en Guadeloupe et en Martinique, les choses vont bien, comme à La Réunion. Donc la Guyane est très compliquée. Vous savez que quand ils ont rouvert leurs écoles le 13 septembre dernier, il y avait des barrages d'antivax pour empêcher les enfants d'aller à l'école. Et puis les frontières sont un peu poreuses aussi en Guyane, donc c'est très compliqué. Donc il faut penser à nos amis d'outre-mer parce que c'était quand même encore difficile. Une rentrée où tout le monde était heureux de se retrouver, donc, et une rentrée, en ce qui concerne les effectifs de l'enseignement catholique, plutôt encourageante et positive. Vous l'avez lu certainement, nous enregistrons globalement une baisse de 367 élèves, autant dire zéro. C'est l'épaisseur du trait. Quand on est à 367 élèves sur 2,2 millions, ça ne correspond à rien, quoi. Ça veut dire qu'on a une stabilité. Avec des bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. On va commencer par les bonnes, on terminera par la mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'en premier degré, nous avons perdu 2 fois moins d'élèves que l'an dernier, environ 7500. Ce qui, pour nous, c'est à vérifier toujours, vous savez, toujours prudent, il faut attendre l'enquête lourde, il faut attendre les chiffres de l'Éducation nationale, de l'enseignement public pour voir exactement comment on peut analyser ces évolutions, mais qui, pour nous, cette baisse correspond à une baisse démographique. Et avec, ici ou là, je ne rentrerai pas dans les détails et vous allez vous reconnaître, des lieux où habituellement on enregistre une forte baisse qui peuvent connaître même une augmentation des effectifs dans le premier degré. Intéressant. Il y a certainement là un effet de la crise sanitaire. Je ne détaillerai pas plus pour ne pas être trop long. Une augmentation habituelle dans le second degré, avec une poussée en 6e, mais qui s'explique aussi pour des raisons démographiques. Et donc là, on suit la démographie, ça veut dire globalement que cette courbe ne devrait pas aller dans le sens d'une augmentation régulière compte tenu du manque de naissances que nous connaissons depuis plusieurs années, mais avec, et c'est ça la mauvaise nouvelle, une forte baisse dans l'enseignement supérieur. Moins 2600 étudiants, dont 2000 en première année de BTS, et donc 600 en classe préparatoire. Phénomène qu'on retrouve aussi bien dans les établissements sous statut d'éducation nationale que dans les établissements sous statut agricole. Baisse forte dans les BTS. Là aussi, là encore, nous n'avons pas tous les éléments qui permettent d'analyser cette situation. On peut raisonnablement imaginer, parce que c'est encore une autre bonne nouvelle, on a une augmentation très forte du nombre d'apprentis, non stabilisés. Vous savez comme moi que les apprentis, les chiffres de l'apprentissage à cette date sont incertains tant que les jeunes n'ont pas signé de contrat d'apprentissage, mais on aurait une augmentation d'environ 10% du nombre d'apprentis, ce qui est une bonne nouvelle, mais ce qui nous interroge aussi, nous, vous, moi, sur la façon dont on accueille et accompagne ces apprentis. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être apprenti dans un établissement d'enseignement catholique? C'est une question que je souhaite travailler, particulièrement cette année. Donc une baisse dans les BTS qui pourrait être compensée en partie par une augmentation des étudiants sous statut d'apprentissage. Mais ça ne compensera pas tout a priori. Donc il y a d'autres explications et c'est un peu surprenant, car on pouvait imaginer que des étudiants, des lycéens choisissent des formations plutôt scolaires pour s'assurer d'avoir une formation réelle, quoi, et évitent l'université, où on sait que l'an dernier, ils ont particulièrement souffert et c'était particulièrement difficile pour eux. Donc il faut s'interroger, il faut analyser de près cette situation. Est-ce que c'est la concurrence des DUT qui sont passés en 3 ans avec les buts? Est-ce que c'est les quotas plus ou moins imposés dans les rectorats d'accueillir un nombre croissant d'élèves issus de la voie professionnelle? Sans doute un peu de tout ça.
mais c'est une vraie question pour l'avenir de l'enseignement catholique dans le supérieur. L'autre bonne nouvelle, et je terminerai quand même par une autre bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis 5 ans, l'enseignement agricole, par voie scolaire, voit ses effectifs augmenter d'un peu plus de 800 élèves. C'est une très bonne nouvelle. Et là aussi, ça veut dire que dans les territoires plutôt ruraux, eh bien, on arrive à augmenter les effectifs quand on a un projet qui correspond à des attentes, etc., et qu'on a un projet vivant, un projet qui fonctionne bien. On l'a vraiment prouvé pendant cette crise sanitaire. Donc oui, je n'ai pas peur de le dire, et je le dis même avec joie et une certaine fierté, même si je ne me situe jamais en concurrence avec l'enseignement public, dans l'enseignement catholique, grâce à l'action de chacune et de chacun, et de vous aussi, nous avons permis aux jeunes scolarisés chez nous de suivre leurs études dans les meilleures conditions possibles compte tenu de la crise sanitaire. Donc on peut être fier de ce qui a été fait, on peut être fier de vous, on peut être fier des chefs d'établissement, on peut être fier des enseignants, des personnels, de tous les bénévoles de l'appel aussi. Donc merci, parce que c'est aussi ça le fruit de notre travail. Voilà. Dans les sujets un peu compliqués que nous vivons en ce moment, ou sur lesquels nous travaillons au moins, et il y en a 2 qui concernent directement les organismes de gestion, que je vais évoquer rapidement. Celui très compliqué du financement des AESH sur la pause méridienne et sur l'accueil du matin et l'accueil du soir. Très compliqué. On a encore travaillé cette question avec la nouvelle directrice des affaires financières du ministère la semaine dernière. On y a passé un temps long pour essayer de trouver des solutions. Mais aucune solution n'est évidente, puisque, comme vous le savez, cette situation est la conséquence d'une décision du Conseil d'État de novembre dernier, et qu'un ministre même de bonne volonté ne peut pas modifier une décision du Conseil d'État. Si c'était réglementaire, ça serait déjà fait, mais ce n'est pas le cas. Donc une situation très compliquée, mais qui est aussi très compliquée dans le public pour d'autres raisons, notamment pour la mixité du statut de l'AESH, et qui pose aussi un problème. Alors qu'on veut, rendre moins précaire cette belle mission d'AESH, on est en train de la précariser par un découpage, en quelque sorte, d'abord par rapport à leur employeur et de leur emploi du temps en fonction d'eux, etc. Donc, le ministère de l'Éducation nationale va lancer une mission d'étude pour voir comment les choses peuvent évoluer. Il est absolument certain, compte tenu des évolutions possibles et souhaitables, que ça n'aboutira pas avant les élections présidentielles, et que là, on se retrouve dans une vraie difficulté, parce qu'on ne peut pas laisser des enfants... Alors, il y a les enfants qui sont déjà chez nous, et je sais que dans certains OGEC, et on ne pourra jamais prendre une position officielle, nous, là-dessus, mais que, voilà, il y a des OGEC qui détachent un personnel déjà existant pour accompagner l'enfant qui a besoin d'accompagnement sur l'heure du déjeuner. Il y en a d'autres qui ont embauché. Il y a un peu toutes les situations, parce qu'évidemment, il y a de l'humain, là. C'est d'abord un enfant qui est suffisamment en situation de handicap pour dépendre d'une tierce personne pour pouvoir manger. On est dans quelque chose d'absolument absurde et particulièrement injuste pour ces enfants. Donc là, il faut pallier à court terme, mais ça risque aussi à moyen terme d'empêcher les chefs d'établissement d'accueillir ce type d'enfants s'il n'y a pas de financement. Donc voilà, on est interpellé partout, y compris par le défenseur des droits, etc., par des DAZN qui écrivent n'importe quoi parfois, en affirmant que le Conseil d'État a dit que c'était aux établissements de payer, ce qui n'est absolument pas ce que le Conseil d'État a dit. Un vrai sujet, je peux vous assurer que je le porte avec détermination, et que nous restons évidemment bien en lien avec la FNOGEC pour essayer de trouver des solutions. Le deuxième sujet, c'est celui de la restauration scolaire. Vous savez que c'est un combat que je mène avec aussi une grande détermination, d'ailleurs qui commence un peu à faire réagir, parce que je sens bien qu'on énerve, et qu'il y a encore dans la bouche d'un grand nombre d'acteurs l'idée que la scolarisation à 3 ans était un cadeau à l'enseignement privé et particulièrement à l'enseignement catholique. Et donc, puisqu'on a déjà eu un cadeau, débrouillez-vous avec votre cadeau et puis après, débrouillez-vous pour le reste, quoi. Là encore, je crois qu'il faut vraiment insister. C'est comme pour les AESH. Nous, enseignement catholique, nous, établissements,
nous ne réclamons pas d'argent pour les établissements. En plus, c'est un fantasme. Quand on donne de l'argent à un établissement, on croit que voilà, ça revient presque dans ma poche. C'est presque ça, quoi. C'est l'enseignement catholique, je ne sais pas qui d'ailleurs, qui s'enrichit. Voilà, parce qu'on a toujours encore une image de riche, hein, et de bien portant partout. Hein. C'est vraiment pour les familles, pour les enfants qu'on se bat. On ne demande pas à ce que les OGEC perçoivent des sous pour la cantine. On demande que les familles soient aidées au même niveau, à la même parité que les enfants du public. Qu'il n'y ait pas 2 enfants dans la République française, quoi. Et donc, nous ne lâcherons pas là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va obtenir, c'est gain de cause. Mais il faut que, et je vous invite vraiment, hein, localement, régionalement, quand dans le cadre des rencontres que vous avez avec les élus pour dans les cadres des conseils d'administration, je vous invite à rappeler ça à tous les élus. Il faut que les élus soient assaillis sur ces questions-là, quel que soit le niveau. Et qui n'invoquent pas des questions réglementaires interdites, etc. C'est faux. Et on sait très bien que on peut le faire si on veut le faire. Et c'est un vrai combat parce que vous le savez mieux que moi, parce que moi je suis ça maintenant d'un peu loin sans doute, que ça constitue, ce coût de la restauration constitue un vrai obstacle pour l'inscription des enfants et de certains enfants et de certains jeunes dans nos établissements. Et que c'est un frein au développement d'une plus grande mixité sociale dans nos établissements, mixité sociale que je souhaite voir se développer dans nos établissements. Mais c'est un frein considérable. Vous le savez, encore une fois, mieux que moi, on sait agir sur la contribution des familles, soit par une contribution différenciée en fonction des revenus, soit par des réductions substantielles, voire presque totales de la contribution des familles, sur la cantine, sur la restauration. On ne sait pas faire, on sait à la marge, mais on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on a besoin de cette aide. J'ai donné cet exemple. En Île-de-France, ce n'est pas contre l'Île-de-France, hein, n'y voyez pas un message politique. En Île-de-France, le coût de revient, d'un repas pour la région est d'un peu plus de 9 €. On produit déjà beaucoup moins cher. La facturation, en fonction du quotient familial, va de 0,50 € à un peu plus de 4 €. Voilà. Eh bien, on demande simplement la parité. On demande qu'un enfant du privé puisse bénéficier de la même aide sous des formes qu'il faut définir. Mais ça, j'ai besoin de tous les acteurs de l'enseignement catholique pour porter cette question, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Dans l'actualité un peu chaude, on va dire, ou un peu qui revient régulièrement, qui va être sûrement un élément important dans le débat politique à venir, c'est toute la question de la laïcité. Si je vous en parle et je vous en dis 2 mots maintenant, c'est parce que là aussi, elle nous concerne, elle vous concerne, et elle concerne notamment les salariés de l'enseignement catholique. La loi confortant les principes de la République, dans son article 1er, parle de la neutralité des agents publics, etc. Et il est bien précisé, je ne vais pas faire un long développement là-dessus parce que ce serait trop long et que ce n'est pas l'objet de ce matin. Ce que nous pouvons affirmer et que nous devons aussi répéter partout, c'est que nos agents publics, nos enseignants, nos personnels, évidemment nos établissements, ne sont pas neutres et ne sont pas appelés à être neutres. Dans l'enseignement catholique, un enseignant n'est pas neutre. Dans l'enseignement catholique, un salarié de GEC n'est pas neutre. Et on peut appuyer ça sur une décision du Conseil constitutionnel, etc. Là-dessus, on n'a pas de souci. Mais on a des soucis de compréhension parfois, en interne comme en externe. Ah, maintenant, on n'a plus le droit de... Si, on a le droit de. Et puis l'autre souci que nous avons, c'est de faire comprendre qu'on peut être parfaitement laïque et vivre parfaitement la laïcité dans nos établissements, tout en revendiquons parfaitement que nous sommes une école catholique. Parce que nous sommes favorables à la neutralité de l'État, parce que nous défendons la liberté de conscience et la liberté de croire et de ne pas croire. Et là, il
il y a un point central, hein, la liberté de conscience. Nous devrons toujours veiller à cette liberté de conscience, et parce que nous croyons en l'égalité de tous, qui n'est pas l'uniformité, l'égalité entre les personnes, entre les hommes et les femmes, etc. Donc c'est bien dans un contexte un peu particulier, on voit bien particulièrement depuis l'assassinat de Samuel Paty, les choses se sont exacerbées, se sont amplifiées, et là aussi, dans les reprises de la conférence de presse et des articles qui sortent, on voit évidemment que le CNAL est déchaîné contre ça, mais c'est pas grave, on s'en remettra. Et donc c'est dans ce contexte, et je terminerai par ce point, je ne savais pas combien de temps j'avais, j'ai oublié, donc vous me dites, vous êtes parfait. Vous criez, hein, si vous dites stop, vous taisez, puis c'est moi je m'arrêterai un peu. Nous arrivons sur la conclusion, c'est voilà. parfait. Alors une conclusion qui va être un tout petit peu quand même développée, mais c'est dans ce contexte que vous le savez que l'enseignement catholique, c'est toujours interrogé bien sûr hein, en termes de prospective, mais sous l'impulsion au départ de Pascal Balmont, mon prédécesseur, novembre 2018, a entamé une démarche prospective. Je dis bien un enseignement catholique et pas le SGEC. Hein, c'est une démarche nationale et locale, mais ce n'est pas le secrétaire général ou le secrétaire général qui. Une démarche prospective qui a pris un peu plus de temps que prévu, mais qui avance très bien, qui va me conduire à visiter l'ensemble des régions de France métropolitaine et d'outre-mer. Alors, je triche un peu je ne visiterai que 12 régions métropolitaines, car vous savez que chez nous, la Corse est rattachée à PACA, parce que je vais pas faire j'ai beaucoup la Corse, ça serait un bon séjour de vacances, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'établissements, donc voilà, pour le directeur de César, ce serait un peu triste s'il était tout seul. Donc 12 régions, 12 visitations pour s'assurer que ce qui a été pensé par les instances nationales, commission permanente, CNEC, Conseil épiscopal pour l'enseignement catholique, Assemblée plénière des directeurs diocésains, correspondent bien à ce qui se vit sur les territoires, avec la diversité des territoires. Il s'agit de vous rejoindre. La prospective ne pourra vraiment se développer que par les territoires, que par les acteurs de terrain, que par les établissements. Le secrétaire général peut toujours brailler si est appelé à faire. Vous savez bien qu'on n'est pas dans un système pyramidal où il y a le chef qui décide et puis après les soldats exécutent. Non, dans l'enseignement catholique, ça c'est une pyramide inversée. Hein, ça n'existe pas dans l'enseignement catholique. Vous l'expliquerez à l'amiral tout à l'heure, hein, ça n'existe pas dans l'enseignement catholique. Ils ont parfois du mal là-dessus, d'ailleurs, les militaires, à comprendre notre fonctionnement. Ah, quoique, vous risquez d'être surpris. Je ne serai pas là, malheureusement, parce que je suis appelé par le Bureau national de l'appel. Donc, voilà. On vous le retranscrira. Oui, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons pu définir, et là, ce que-ci, promis, je termine par ça, 4 axes stratégiques. On est parti d'un diagnostic. Et on va vérifier que ce diagnostic en territoire est bien celui qui correspond à ce qui a été vu au niveau national. Nous avons défini 4 axes stratégiques. Nous, c'est le fruit de centaines, de dizaines d'heures de travail, de production, etc. Et après, un certain nombre de propositions qui deviendront des priorités vont être travaillées aussi en territoire. Pour que ça s'articule, parfois on me dit « Ah, mais il y a déjà un travail... » Mais c'est super qu'il y ait déjà un travail prospectif en territoire, diocèse, académie, région, super. Et ça va s'articuler, vous verrez, magnifiquement. Et puis, comme le disait Monseigneur Lebouche pour sa réforme là, sur les paroisses et territoires, on est en chemin, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi accepter de se laisser bousculer, se laisser déranger, et c'est pour ça que je souhaitais qu'il n'y ait pas que les corps constitués de l'enseignement catholique régional qui se présentent, mais aussi des personnes qui arriveront là avec leur fraîcheur, leur interrogation, leur méconnaissance peut-être de notre institution. Donc 4 axes. Le premier axe, c'est affirmer et mieux faire connaître notre projet. Dans le contexte que je vous ai écrit tout à l'heure, il me semble important de se dire que dans une société déchristianisée, sécularisée, où il y a aujourd'hui 1,8% de la population âgée de plus de 18 ans qui va à la messe tous les dimanches. Et je posais la question avant-hier à Yann Raison du Closio, sociologue des religions, si je pouvais affirmer, il m'a dit que oui, donc je le fais maintenant, que parmi ces 1,8%, au moins 70% avaient plus de 50 ans. Vous voyez bien que, malgré toute notre bonne volonté, forcément, on a dans nos établissements, pas des gens forcément hostiles, mais des gens qui ne sont pas. Donc, comment présenter et faire vivre notre projet et valoriser notre projet dans un contexte comme celui-là? Il ne s'agit pas de le bouleverser ou de le changer, pas du tout. Et peut-être, ce qui était évident hier ne l'est plus aujourd'hui. Deuxième axe,
stratégique, développer la liberté et l'excellence éducative et pédagogique pour tous. Il faut que l'enseignement catholique, elle n'a pas perdu. J'espère que vous êtes tous abonnés à Enseignement catholique Actualité. Si vous n'êtes pas, il faudra vous abonner. Vous avez dans chaque numéro des témoignages extraordinaires de tout ce qui se vit sur le territoire. Moi, je suis époustouflé quand je lis ça. Époustouflé. Il y a plein d'initiatives géniales. Mais il faut que l'enseignement catholique soit vraiment avant-gardiste sur les questions éducatives et pédagogiques, comme il l'a été. Comme il l'a été. Il faut que nous soyons, que nous osions utiliser nos espaces de liberté. On n'ose pas suffisamment. Troisième axe prioritaire, adapter et déployer une offre éducative actualisée. Il s'agit bien ici de maillage territorial, sans succomber aux questions purement économiques. Il s'agit ici de l'équilibre entre voie générale, technologique et professionnelle. Il s'agit ici de rechercher l'excellence pour tous, que ce soit en filière générale, technologique ou professionnelle. Et enfin, et dernier point, parce que ça c'est un peu ce qui va permettre tout ça, renouveler le modèle économique et la gouvernance. Ça vous concerne effectivement directement, mais pas que vous, avec des questions autour de la solidarité, avec des questions de mutualisation, avec la question de pilotage efficace, au service de la mission éducative. Voilà, j'en ai donc terminé. Je ne vais pas trop dépasser mon temps, j'espère. Je voudrais vous dire simplement que j'ai vraiment une très grande et très forte espérance, parce que je crois, et je crois profondément, sinon sans doute je ne serais pas là, que l'enseignement catholique, notre belle institution, a une place majeure dans le système éducatif, a une responsabilité majeure pour répondre aux défis actuels de notre société. Il faut que nous apprenions toujours plus à vivre une vraie fraternité, comme nous incite le pape François, notamment dans son encyclique Fratelli Tutti. Et que la notion de réseau, et là aussi je ferai appel au pape François dans son pacte éducatif global, nécessite que l'enseignement catholique soit toujours plus inséré dans un tissu économique, social, politique, associatif, etc. Ça me semble fondamental parce que c'est l'avenir de notre système éducatif. C'est ce que le pape appelle de ses vœux dans ses engagements autour du pacte éducatif global. Et puis enfin, dernier point, je souhaite vraiment que chaque acteur de l'enseignement catholique, et vous en faites partie, soit des témoins joyeux de l'espérance qui nous habite. Merci beaucoup. Merci Philippe Delorme.